Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Évacuation de la ville de Goma. Plusieurs personnes ont trouvé refuge à Saké dans les écoles, les églises et même dans quelques familles d'accueil. Mais il se pose un sérieux problème d'approvisionnement en eau pour les déplacés. Top Congo FM. Reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Le collectif des avocats écrit au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, afin de solliciter l'autorisation de la couverture médiatique du procès. Il indique par ailleurs qu'ils vont cette fois-ci baser leur défense sur la présentation des preuves de l'innocence de leurs clients. Top Congo FM. Dans ce journal, on va parler également du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans la province du Congo. Les conditions de vie et de travail des agents se détériorent. L'eau, l'électricité et la nourriture font défaut sur les sites. Voilà pour les sommaires. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Évacuation de la ville de Goma menacée par l'éruption volcanique. Plusieurs personnes ont trouvé refuge à Saké dans les écoles, les églises et même dans quelques familles d'accueil. Mais il se pose un sérieux problème d'approvisionnement en eau pour les déplacés. La cité de Saké continue d'ailleurs d'accueillir les habitants de Goma. Nous avons joint à Saké Sostin Kassolé, le premier vice-président de la coordination territoriale de la société civile Force Vive. Présentement, il y a des gens qui passent la nuit à la Belle Étoile. Il y a carence d'eau potable. Et voyez l'engouement de Goma qui s'est versé à Saké. Vraiment, je peur que la population peut être frappée par la maladie hydrique. Ça a la conséquence. Mais le reste, ils sont bien. Il y a quelques-uns qui ont été accueillis dans des familles d'accueil, les autres dans les écoles, dans les églises. Il y a une grande partie qui est arrivée en pied et qui continue à arriver même ce matin. Les autres, avec leurs voitures, sont venus avec leurs voitures. À Saké, vous ne sentez pas les séismes? Il n'y a aucun danger du volcan? Non, vraiment aucun danger. Le séisme s'est passé surtout à Goma. Mais ici, chez nous, à Saké, c'est des cas isolés. Des rares cas d'ailleurs. Donc ceux qui arrivent à Saké sont quand même un peu en sécurité? Peuvent arriver ici, mais quand il manque à quoi vivre, ils peuvent mourir toutefois dans un laps de temps. Ce que je déplore maintenant et je demande aux humanitaires vraiment de venir en aide le plus tôt possible à la population qui s'est versée ici à Saké. Sostin Kassolé, premier vice-président de la coordination territoriale de la société civile Force Vive à Saké. Ainsi donc, il y a inquiétude à Saké, la nourriture risque de manquer et les humanitaires sont bien en action pour apporter leur assistance. Pour l'instant, les différentes organisations s'activent dans l'évaluation des besoins. Écoutez le chargé de communication du CICR RDC, Carole Lumingu. Nous sommes donc à pied d'œuvre pour venir en aide aux populations victimes justement de l'éruption volcanique à Goma, ainsi que les personnes qui se déplacent pour trouver un abri sûr. Nous restons très solidaires des familles déplacées et celles restées à Goma. Donc avec tous les partenaires de notre mouvement, nous allons continuer à répondre aux besoins qui se présentent et sommes au plus près des communautés pour les soutenir face aux urgences, que ce soit à Saké ou ailleurs. En ce qui concerne particulièrement Saké, nos évaluations sont en cours, le temps que la population se stabilise. Comme vous le savez, les mouvements des populations se poursuivent. Il est difficile donc d'organiser une assistance réelle pour des gens qui sont en déplacement. Mais déjà, les premières évaluations qui sont encore partielles font état des besoins en eau et en biens de ménage. Il y a également des besoins en abri et en sanitaire. Et cette liste, je dois vous le dire, n'est pas exhaustive. Carole Lumingu, chargée de communication du CICR. Et les déplacés du volcan Nirangongo qui ont pris la direction de Rutshuru, eux, se sentent abandonnés. Jusqu'au petit matin de ce vendredi, certains se dirigeaient vers Kiwanja, à 75 km de Goma. De Goma jusqu'à Rutshuru, ils affirment avoir reçu aucune assistance du gouvernement. Jonathan Kombi est à Kiwanja.
Ils sont plusieurs milliers d'habitants de Goma et ont emprunté la route de Rutshuru, fuyant les risques liés à l'éruption du volcan Nyiragongo. Ici à Kiwanja, où nombreux sont rassemblés, aucune disposition n'a été prise jusqu'au jeudi soir pour leur hébergement et encadrement. Témoignage. Le gouverneur militaire nous a dit que non, nous devons évacuer la ville et que peut-être il y a, je ne sais pas, des magmas qui sont en train de couler sous terre. Bon, et on n'a pas compris sa décision parce qu'il n'y avait pas des véhicules qui étaient à notre disponibilité. On était tellement nombreux et pour vraiment se déplacer et arriver ici, c'était hyper complexe pour nous. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas si l'ordre était bien donné ou bien dans quel sens. Ils disent seulement telle zone sont des zones rouges, tel quartier, mais on va où? Qui nous prend en charge? Les enfants qui sont en train de se perdre, les femmes enceintes, les bébés, tout, on est abandonnés. C'est pourquoi j'ai même vu sur la route un accident qui s'est commis, puisque tout le monde conduit, on n'est pas orienté, que les docteurs puissent nous rassurer l'état des lieux de cette éruption. Puisque nous pouvons même fausser ce Kabutembo, on ne sait pas, est-ce que c'est fini, est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on fait quoi? Quelles sont les garanties sécuritaires concernant cette éruption volcanique? 2D, la prise en charge de cette population. Où est l'État congolais? Vraiment qu'on puisse nous prendre en charge. Nous allons mourir même ici, à cause de la faim, à cause de la poussière. La diarrhée maintenant, il n'y a pas d'eau. Nous avons raté l'accident, ça a été vraiment pas facile, mais heureusement que nous sommes là. Concernant la vie ici, en tout cas personnellement, j'apprécie la vie ici. Le député provincial honoraire du Nord Kivu, Simon Kazungu, dénonce pour sa part l'incapacité du gouvernement à prendre en charge toutes les personnes qui se sont déplacées. Nous sommes en train aussi de dénoncer le tourisme que nos ministres, qu'on appelle les Warriors, sont venus faire à Goma. Comment vous pouvez comprendre que 7 ministres, une délégation de 7 ministres qui viennent à Goma, quand ils sentent qu'il y a la débandade dans la population, un d'eux qui semble être un peu courageux, il dit « Moi j'ai ouvert la route vers Butembo, vous pouvez passer, moi aussi je peux aller à Kinshasa ». Donc vous abandonnez les gens, vous dites aux gens d'aller à Sake, vous les abandonnez et vous rentrez, vous passez par un autre pays, vous rentrez à Kinshasa dans des bureaux climatisés. Je voudrais que ce contrôle citoyen fasse que nous puissions connaître la facturation de ce qu'ils ont consommé chez Serena Hotel. Qu'on nous prélève les factures de ces ministres-là et qu'on nous prélève ce qu'eux, ils ont apporté comme don à la population. Alors que nombreuses personnes souhaitent retourner à Goma, d'autres préfèrent continuer les routes jusqu'au Grand Nord, dans la région de Lubero, Butembo et Beni. Ici, les coûts de transport a galopé. Kiwanja, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. C'est donc le ras-le-bol et pendant ce temps, il y a quelques messages qui sont lancés aux déplacés. Les autorités de Rutshuru appellent les déplacés à se faire identifier dans les sites préparés pour les héberger ceux qui ne sont pas dans des familles d'accueil. Le fonctionnaire délégué du gouverneur à Kiwanja a parlé des stades Tata Mwami, Ndeze, Rugabo 2 de Rutshuru Centre et Masasi de Kiwanja. Une réunion de crise a eu lieu ce matin et les autorités sont à pied d'œuvre en partenariat avec les humanitaires. Écoutez Jason Taïwa au téléphone de Jonathan Kombi. Nous avons déjà accueilli beaucoup de gens ici, à Kiwanja, à Rutshuru. Maintenant, nous venons de terminer les réunions. Donc, nous voulons voir comment nous allons les encadrer. Parce qu'il faut que nous les mettions dans un site d'hébergement. Parce qu'ils ne doivent pas rester sur la route. Maintenant, nous avons mis en place une commission qui vont s'en charger. Oui, nous entrons des gens dans la danse sociétaire, comme je disais tantôt. Donc, nous avons la MONUSCO qui va disponibiliser de l'eau, les MSF qui va nous construire de la tribune. Donc, à partir de ce soir, demain, donc, tout sera déjà en marche. Oui, nous avons parlé avec l'autorité provinciale qui nous a permis de nous envoyer quelque chose à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a les vivres qui vont nous arriver bientôt pour que nous puissions les distribuer à ces personnes-là sinistrées. Oui, en fait, le message que nous pouvons lancer, c'est que la population de Rutshuru puisse accueillir les frères de Goma comme leurs frères propres. Parce que ce qui les arrive aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi demain. Donc, nous devons avoir cet esprit-là d'hospitalité et commencer quand même à venir en aide à personnes en détresse. Donc, comme nous sommes dans une période de récolte, nous devons à tout prix chercher quelque chose que nous allons donner à se déplacer pour qu'eux aussi puissent vivre comme nous. Des propos recueillis par Jonathan Kombi. Et dans la province du Sud Kivu, la province est sur le point d'atteindre 10 000 déplacés en provenance de Goma. Des statistiques communiquées par le gouverneur lors d'une descente effectuée ce vendredi sur les sites d'accueil de Ndendere dans la ville de Bukavu. Théo Ngwabidje Kassi souligne que la province va s'organiser pour avoir un site qui remplit toutes les conditions nécessaires pour un bon encadrement de ces déplacés en difficulté. On l'écoute dans cet extrait choisi par Grace Lola.
moyens, puisque nous n'avons pas encore un afflux de frères et sœurs dans cet endroit que nous avons disposé. Il faut souligner qu'aujourd'hui, les statistiques que j'ai nous approchent déjà 10 000 personnes, mais 90% de ces personnes vont dans les familles d'accueil ici dans la ville de Bukavu et dans la province. Quoi qu'il y a encore un grand nombre sur les lacs et sur nos routes, mais vous avez vu la capacité d'accueil ici. Nous pouvons aller, je crois, selon les statistiques, à une capacité de 1000 personnes. Donc pour ça, nous sommes en mesure de le prendre en charge pour l'instant. Bien sûr, nous demandons aussi l'appui d'autres partenaires dans le secteur humanitaire. Nous allons nous organiser pour avoir aussi un site viable qui remplit les conditions minimum. Donc tout ce qui est comme dortoir, à manger, cuisine et surtout l'eau pour nous éviter des maladies hydriques. Pour les autres sites, c'est en option. Tout ce que nous souhaitons, que dans un bref délai, la situation de Goma puisse se stabiliser et que les gens rentrent dans leur famille. On va travailler, c'est le travail que nous avons entamé à travers la cellule de crise. On espère qu'on va continuer à gérer. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Gwabidje, au micro de Grâce Lola. Et dans la panique, à l'appel d'évacuation de Goma, plusieurs enfants se sont perdus. On parle de plus de 250 enfants qui se sont séparés de leurs parents dans la débandade. Comment faut-il procéder dans ce cas? Écoutez les recommandations du CICR RDC avec le chargé de communication, Carole Lumingu. Vous savez, quand les familles se déplacent, il y a toujours des risques de séparation. Et il est toujours mieux de prévenir. À notre niveau, nous faisons quelques recommandations aux familles qui prennent la route pour aller trouver un abri sûr. Et donc, c'est d'abord de connaître les noms et l'adresse. En tant que parent ou tuteur d'un enfant, il faut lui apprendre son nom complet et les noms complets de ses parents et des autres membres de famille, comme des frères et sœurs. Et aussi, si moyen il y a, il faut glisser un bout de papier contenant le numéro de téléphone de quelqu'un de sûr dans une enveloppe peut-être en plastique pour prévenir les risques de pluie dans la poche de votre enfant. Et aussi, nous recommandons aux populations qui se déplacent de ne pas laisser les enfants seuls. Donc si vous devez partir sans votre enfant, assurez-vous qu'il sache où vous allez exactement et quand vous retournez. Et enfin, il faut toujours définir un lieu de rencontre. Donc il faut se mettre d'accord avec vos enfants sur un lieu de rencontre sûr pour les cas d'une séparation. En cas de souci, nous recommandons aux populations qui prennent la route donc de ne pas hésiter à contacter les bureaux le plus proches, la Croix-Rouge, ou encore de contacter notre numéro vert qui est le 47 22 22. Voilà, le numéro vert du CICR, c'est le 47 22 22. On parle encore des événements de Goma et l'éruption volcanique. Le parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement se dit prêt à accompagner toute action allant dans le sens de soulager la souffrance de la population de l'Est du pays, population frappée par l'éruption volcanique et ses dégâts collatéraux. Dans un message de compassion lu par son secrétaire général, Félix Momat Kitenge, l'ECT appelle à une solidarité tant au niveau national qu'international. On l'écoute au micro de Dieu merci Lusakumono. Au nom de son président national, l'honorable Boniface Balamagé Nkolo, présentement à Goma, au plus près de la souffrance de nos compatriotes affectés, le parti politique ECT tient-il à exprimer toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit des autorités provinciales du Nord Kivu et de la population de Goma, victime de cette énième catastrophe naturelle qui vient ici exacerber la souffrance d'un peuple déjà meurtri par des situations d'insécurité récurrentes. Enfin, le parti politique ECT invite tous les Congolais et toutes les Congolaises à un sursaut patriotique et appelle à une solidarité tous azimuts, tant au niveau national qu'international, en faveur de cette population qui a trop souffert. D'ores et déjà, dans un élan de compassion républicaine, le parti politique ECT s'engage à accompagner toute action visant à soulager, tant soit peu, la souffrance générée par cette calamité auprès de nos compatriotes de cette partie de la République. Voilà, un rapport toujours avec la situation à l'est du pays. La compagnie Congo Airways a modifié son programme pour ses vols sur Bukavu, à Kavumu, au sud Kivu, car l'aéroport de Kavumu a été fermé par les autorités congolaises après l'éruption du volcan Nyiragongo. Par conséquent, toutes les communications antérieures de Congo Airways faisant état de la réorientation des opérations de Congo Airways à partir de cet aéroport n'est plus d'actualité.
l'actualité. Compte tenu du caractère évolutif de la situation, Congo Airways ne manquera pas de tenir informé sa clientèle. Situation humanitaire préoccupante dans le territoire de Lupatapata. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Plus de 300 ménages sont restés sans abri dans le groupement de Bakwassa Kalongu. Situation qui fait suite à un conflit coutumier qui a opposé les sympathisants des deux chefs coutumiers prétendant au pouvoir. Selon l'administrateur du territoire de Lupatapata qui rapporte la nouvelle, des dizaines de cases ont été incendiées dans la région et aujourd'hui plusieurs familles ont trouvé refuge dans la brousse. Crispin Biya Mutambaï indique que plus d'une semaine après ces incidents, aucune aide n'a été apportée à ces populations. Il a été joint au téléphone par Nicolas Kazadi. La situation a évolué effectivement parce que la paix est rétablie. Nous avons dû dépêcher des agents de la police qui sont sur place pour sécuriser tout le monde. Et concernant notamment ces personnes dont les maisons ont été brûlées, est-ce qu'il y a eu une assistance humanitaire ? Jusque-là, non. Il y a eu quelques humanitaires qui pensaient aller mener des enquêtes là-bas, connaître les nécessités, identifier les bénéficiaires avant d'agir. Donc rien jusqu'ici n'est venu du gouvernement provincial ni national? Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, nous attendons encore ce qui viendrait du gouvernement tant national que provincial. Il vient d'avoir des précisions chez le chef de secteur au lieu de déplacer ces 322. Reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Le collectif de ses avocats a écrit au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe afin de solliciter l'autorisation de la couverture médiatique du procès. À en croire Maître Kabengela Ilunga, la retransmission du procès s'inscrit dans la logique évolutive qui veut que le procès en appel se déroule dans le même contexte que le premier. Par ailleurs, il renseigne qu'ils vont cette fois-ci baser leur défense sur la présentation des preuves de l'innocence de leurs clients. Maître Kabengela au téléphone de Trésor Kiyombo. Le collectif est serein, nous avons bon moral pour répondre au procès en appliquant la Cour d'appel de Kinshasa. Un procès que vous souhaitez voir être diffusé en direct dans le média. Pourquoi? Non, c'est le principe évolutif de l'appel qui souhaite que le juge d'appel puisse statuer sur l'appel dans le même contexte que le premier juge. Le premier juge ayant statué sur les faits imputés à notre client avec retransmission directe sur la radio-télévision nationale congolaise, il est de droit que par l'effet dévolutif de l'appel, les juges d'appel connaissent le même fait dans le même contexte que le juge. La ligne de défense de Vital Kamerhe tourne essentiellement autour de quoi? Nous comptons le défendre en prouvant son innocence avec tout le moyen de preuve à notre discussion et le premier juge n'avait pas pris en considération. Le premier juge avait privé même à la défense de Kamerhe le temps nécessaire pour organiser la défense. Et nous pensons que le juge d'appel, étant réputé sage, fera autrement le travail. Maître Kabengela au téléphone de Trésor Kiyombo. Et pour les avocats de l'homme d'affaires libanais, le Libanais Sami Jamal, co-accusé de Vital Kamerhe dans le procès de 100 jours, la retransmission en direct s'impose. Maître Arlette Odia précise qu'à défaut de diffuser en direct le procès, il faut filmer. Par ailleurs, elle rappelle que son client est serein, mais continue de douter un peu de l'indépendance de la justice. On l'écoute. Pour l'instant, notre client, Sami Jamal, est de plus en plus serein. Le climat est détendu. Le temps qui s'est écoulé a permis certainement à chacune des parties au procès, le ministère public y compris, d'affûter ses armes de sorte à voir la justice cette fois-ci être rendue, la meilleure justice être rendue. C'est-à-dire que c'est pour dire que nous sommes tout à fait sereins pour le procès en appel. Les avocats du co-accusé de Sami Jamal, Vital Kamerhe, sollicitent une transmission en direct du procès. Êtes-vous du même avis? Je pense que l'idée du départ qui avait voulu que ce procès soit retransmis en direct, c'était celui de porter à la connaissance de l'opinion la manière dont les fonds ont été gérés et même les raisons qui ont justifié l'accusation.
des parties. Donc, il est tout à fait logique, à notre avis, que ce procès soit encore retransmis en direct ou à la limite qu'il soit enregistré, qu'il soit filmé. Et qu'en est-il de l'état de santé de votre client? L'état de santé de notre client, il est toujours vacillant. Vous savez, avec l'âge, 84 ans d'âge, être privé de la liberté et dans ces conditions-là, ce n'est pas évident. Et la demande de mise en liberté, elle est toujours là. Maître Arlette Odia au téléphone de Trésor Kiyombo. Et sachez qu'une marche était prévue ce vendredi, marche des militants de l'UNC pour réclamer l'acquittement de Vital Kamerhe. La marche a été dispersée à coups de gaz lacrymogènes. Selon Totsumani Kisombe, porte-parole de l'UNC Kinshasa, le bilan fait état de plusieurs blessés. Les manifestants n'ont pas pu aller très loin. On l'écoute. Nous avons été gazés. L'UNC est victime aujourd'hui d'une force d'oppression, alors que nous sommes un parti réputé, discipliné, à l'instar de notre leader, le pacificateur, Excellence honoraire Billy Kambale, a bel et bien veillé à ce que la lettre soit déposée au nom de l'interfédéral. Au lieu que la police fasse son travail d'encadrer, la police a reçu des instructions pour gazer, tirer à balles réelles, et il y a eu des blessés. Nous qui sommes au pouvoir, qui subissons une telle injustice et oppression, nous ne nous fatiguerons pas à continuer à pouiller l'innocent Vital Kamerhe. Les faits démontrent que le docteur Vital Kamerhe est un innocent. Je crois que la police reçoit des instructions avant d'agir. Les personnes qui ont donné ces instructions à la police de pouvoir disperser avec gaz lacrymogène, balles réelles, nous rappelons à tous et à chacun qu'en politique, nous devons faire promouvoir l'état de droit. L'UNC réclamait un droit de manifestation pacifique à l'endroit de son leader. Nous subissons l'injustice et nous le dénonçons. Madame Hamida Chatur Kamerhe était bel et bien là présente avec les enfants. Elle a été attaquée. Dieu merci, nous ne connaissons pas le degré de dégâts pour le moment, mais elle a été évacuée. Quel est le bilan provisoire de la manifestation de ce jour? 47 blessés, dont 3 grièvement, et nous avons un presque à l'agonie. Vous avez des personnes blessées par balle et blessées par asphyxion. Totsumani Kisombe au téléphone de Myriam Bokechu et la police dément les informations selon lesquelles il y aurait des blessés par balle. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, général Kassongo, souligne que la police n'a usé que des gaz lacrymogènes. Les militants ont été dispersés, les militants de l'UNC ont été dispersés parce que la marche était interdite par l'autorité provinciale. L'ancien secrétaire général du Parti travailliste, Camille Kalele, bientôt en justice contre son ancien parti. C'est pour laver son honneur après avoir été accusé d'être une taupe au service d'un adversaire politique du député national, Steve Mbika. Il affirme que les statuts du parti n'ont pas été respectés avant d'aboutir à cette sanction. Il prend par ailleurs acte de cette décision. On l'écoute. C'est rigolo. J'ai saisi votre micro pour prendre officiellement acte. C'est une délivrance, parce que depuis l'accession du Parti travailliste à la gestion des affaires de l'État, on ne sait plus reconnaître le PT qui nous avait séduit à l'époque. Nous avons l'impression de vivre les dictats, la volonté du président national. Si Mbika ne se retrouve pas ministre aujourd'hui, ce n'est pas par ma faute. C'est à lui de se poser des questions. Cette exclusion est un non-événement pour moi. D'ailleurs, ça me plaît, ça me permet de prendre ma liberté. J'étais muselé, je ne savais pas fonctionner en tant qu'acteur politique. C'est une très très bonne nouvelle pour moi, mais je trouve anormal d'être accusé de quelque chose dont j'ignore, dire que je suis d'être en connivence avec les présidents du Sénat, Bahati, et nos députés. C'est faux. Par rapport à ça, j'ai décidé avec mes avocats, on devra s'expliquer devant le juge avec les partis travaillistes. Ils ont pris une décision émaillée de beaucoup d'irrégularités. Les statuts du parti, ça n'a jamais été respecté. Je m'en fous de ça parce que j'ai pas besoin même de faire les recours. Mon problème ici, c'est qu'ils ne peuvent pas faire des dénonciations calomnieuses contre ma personne. Le directeur provincial du service de contrôle de la paie des enseignants Sekopé, c'est dans la province de Lomami, et également son assistant provincial sont placés sous mandat d'arrêt provisoire. Ils passent leur deuxième nuit à la prison centrale de Chikapa. Le parquet général près la cour d'appel du Kasaï, c'est dans la province du Kasaï, les poursuivent pour détournement de faux et usage de faux, renseignent des sources judiciaires selon
des sources de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Kibwale Ngoyi aurait mécanisé d'effectifs dans les écoles de Chikapa et joint au téléphone l'un des avocats de Diprosec Kasaï qui a requis l'anonymat indique qu'il s'agit d'une confusion des noms des enseignants prestataires existants dans le fichier Secopé. On l'écoute, il a été joint au téléphone par Enoch Kavoir. C'est une dispute entre deux écoles dont la dénomination est paronyme. Il s'agit d'une école primaire Epe Malundu qui est située dans le secteur de Bapende, qui n'a pas été mécanisée et payée, mais plutôt d'une deuxième école Epe Malundu située à Lunyeka, qui a été mécanisée et payée, mais il y a eu un imbroglio sur la brochure de travail en ce qui concerne le personnel affecté dans les deux écoles. On a fait du méli-mélo, on a pris une partie du personnel dans l'une des écoles et une autre dans la deuxième. Ceux de Malundu du secteur de Bapende clament cette école, ils disent que c'est la leur qui a été payée, alors que les arrêtés sont clairs, c'est l'épée Malundu de Lunyeka qui a été payée. Le parquet n'a pas de cachot pour le moment. Tous les détenus préventifs sont logés à la prison centrale. Le dossier n'est pas encore fixé en justice. L'Assemblée nationale doit procéder aux réformes électorales le plus vite possible pour éviter tout glissement au-delà de 2023. C'est l'appel de l'Université congolaise des mouvements citoyens. Ce groupe constate qu'il y a lenteur de l'Assemblée nationale à traiter ces matières et le groupe craint que l'on vive les mêmes situations que celles de 2016. Dans un message adressé aux acteurs politiques et aux confessions religieuses, l'UCMC appelle donc tout le monde à éviter toute désignation du nouveau président de la CENI avant les réformes électorales. Ben Brian, rapporteur de l'UCMC au micro de Dieu merci Lusakumunu. Rien ne semble bouger à l'Assemblée nationale allant dans le sens d'opérer de réformes nécessaires pour permettre la tenue des élections dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire en 2023. Cette léthargie sur les réformes électorales nous éloigne davantage de la tenue effective des élections en 2023, dans la mesure où ces réformes étant un préalable à la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ne voulant pas revivre le glissement de mauvaise mémoire, l'Université congolaise de l'engagement citoyen lance un appel à l'Assemblée nationale d'arrêter le blocage de réformes électorales et procéder dans l'urgence à la révision de la loi organique sur la CENI et de la loi électorale sur base de propositions déposées à son bureau en tenant compte des standards proposés par l'Université congolaise de l'engagement citoyen. Des propos recueillis par Dieu merci Lusakumunu. La motion de défiance contre le gouverneur de Lomami déposée jeudi. Et cette motion est signée par 7 députés provinciaux. Ce même jour, le jeudi donc, hier, le bureau de l'Assemblée provinciale a notifié le gouverneur. Ainsi fait, Sylvain Lubamba va répondre le lundi 31 mai aux questions du député Jean-Claude Lubamba. Correspondance Ali Boukassa Kabambi. Au bout du compte, la motion de défiance contre le gouverneur de Lomami est déposée. 7 députés provinciaux jusqu'ici l'ont signé. Et ce jeudi, le bureau de l'Assemblée provinciale a notifié l'exécutif provincial. Des sources de ce côté l'affirment. De cette façon, le gouverneur Sylvain Lubamba a 2 jours pour préparer ses moyens de défense. Ainsi, lundi matin, 10h30 de Lomami, il devra, sauf imprévu, répondre aux questions du député Jean-Claude Lubamba. Cet élu de Mounédito a articulé sa motion sur les promesses électorales faites en 2019 à l'Assemblée provinciale. Selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée, cette motion de défiance a besoin de 14 voix, c'est-à-dire la moitié des élus provinciaux plus une voix. À ce jour, elle n'en a que 7. À ce propos, les signataires se disent optimistes. Nous continuons à chercher le reste des voix, confie-t-il. Cependant, au cabinet du gouverneur, le calme s'observe. En plus, sportivement, il parle d'un acte de contrôle parlementaire et non, essentiellement, de révocation. Dans son camp, la population de Lomami suit de plus près cette question de motion de défiance contre le gouverneur de Lomami, Amouine Ditou, Ali Boukassa Kabambi. Top. Congo FM.
Et à l'Assemblée provinciale du Maniema, on dénonce le retour, l'Assemblée provinciale dénonce le retour qu'elle qualifie d'illégal du gouverneur déchu Ogi Moussafiri samedi à Kindu. Selon le conseiller juridique de la présidente de l'organe délibérant, Ogi Moussafiri devrait remettre sa démission en dehors 48 heures après la réception de la notification portant sa déchéance et non revenir en province comme gouverneur. Écoutez Maître Mohamed Soukaï au téléphone de Rémi Molingati. L'Assemblée provinciale a siégé en date du 26 et l'Assemblée a autorisé la poursuite de M. Moussafiri pour qu'il comparaisse de ce dont on lui reproche par le procureur général près la Cour de cassation parce qu'il était trempé dans une affaire présumée de détournement de $123 000 destinée au secteur de Saramabila lié à la redevance minière. Curieusement, M. Moussafiri se fonde sur ses propres arrogances pour débarquer à Kindu aujourd'hui. Nous voudrions prendre ici la communauté tant nationale qu'internationale en témoin parce que déjà Moussafiri n'a plus qualité d'engager la province. Il a été notifié depuis hier et donc nous en appelons au bon respect de ce que l'autorité suprême du pays est en train de prôner, l'état de droit. C'est un cri que nous lançons parce que l'Assemblée a fait sa part et nous en appelons à toutes les autorités au strict respect des dispositions légales quant à ça. Par conséquent, conformément à la loi, si nous nous en tenons rien qu'au vote du réquisitoire, le 24 heures après, s'il ne présentait pas sa démission, il est d'office démissionnaire, pas présumé. Nous parlons d'office, c'est une obligation légale. Le parti de Diomi Ndongala va-t-il se vider? Le secrétaire national en charge de la communication et le président interfédéral de Kinshasa ont décidé de rejoindre une autre famille politique, AVC, Autre Vision du Congo. Ils vont désormais mener le combat du changement de la liberté et la démocratie aux côtés de Didier Boudimbu, président national de l'AVC, pour l'ancien porte-parole de la DC, Cédric Moudiantou. Il s'agit, à travers cette adhésion, de faire la politique autrement. On l'écoute au micro de Rachel Insiwe. Je réaffirme mon attachement au combat du changement impulsé par le feu docteur Étienne Tshisekedi Moulumba, combat pour les libertés civiles et politiques, combat pour un état de droit, combat pour la démocratie, combat plaçant l'homme au centre de toute préoccupation politique, combat du développement auto-entretenu qui considère l'homme comme la cheville ouvrière du développement face à la volupté acquisitive de l'homme congolais. Voilà pourquoi j'annonce ce jour mon adhésion au parti Autre Vision du Congo, Autre Vision face à la crise des visions observées à travers le temps, à travers la succession de régimes, car un Congo nouveau, c'est encore possible, mais avec une nouvelle vision, avec une autre façon de faire la politique, avec d'autres procédés rompant aux procédés archaïques qui n'ont fait que jusqu'ici plomber l'élan du développement. Je suis fier de cette décision de militer derrière la vision du président Didier Boudimbu avec foi et confiance que l'histoire du Congo, c'est maintenant. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse congolaise à souscrire à cette vision à laquelle je m'attache et combattrai avec la même pugnacité. Maître, ou plutôt c'était Cédric Moudiantou au téléphone de Rachel Insiwe. À l'UDPS, on se prépare pour les élections de 2023. Le président de la nouvelle génération tshisekédiste se rend ce week-end à Mbandaka, dans l'ex-province de l'Équateur. Selon le directeur de son cabinet, vice-ministre honoraire des Finances, Maître Dessi Mazani, l'activité de ce samedi s'inscrit dans le cadre de la tournée initiée depuis un temps par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Maître Dessi Mazani. Dans le cadre de la redynamisation du parti, son Excellence M. Junior Matamelanga, au cadre du parti de l'UDPS et coordonnateur national de la NGT, arrivera dès demain, samedi 29 mai 2021, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pour une activité qui se tiendra au grand stade de Wangata. Alors, il faut dire que c'est une activité qui entre non seulement dans le compte de la redynamisation du parti, parce qu'il y aura deux objectifs principaux, à savoir celle de vulgariser les idéaux de l'UDPS
auprès des jeunes et des femmes, mais aussi expliquer la vision de la gouvernance du président de la République auprès de la population de la province de l'Équateur en général et de Mbandaka en particulier. L'arrivée demain à Mbandaka de son Excellence M. Junior Mata entre justement dans le cadre de la redynamisation du parti, et il s'agit ici de déblayer le chemin, de préparer le chemin pour la hiérarchie du parti, à savoir le président AI du parti, l'honorable Jean-Marc Kabound, et le secrétaire général Kabouya, qui sont en train de redynamiser le parti. Et vous savez que l'UDPS se met déjà en ordre de bataille pour les élections de 2023. Lutte contre les violences basées sur le genre, une campagne dénommée Tolérance Zéro va être lancée prochainement par le chef de l'État. Et en prévision de cette campagne, la ministre du Genre, Famille et Enfants multiplie des contacts avec différents partenaires dans la lutte, non seulement pour la promotion des droits de la femme, mais aussi de l'enfant. Voilà qui a justifié les échanges entre la ministre Gisèle Ndaya Lousseba avec la délégation de World Vision conduite par Farida Eliaka, celle de Wallonie-Bruxelles conduite par Catherine Brahi et celle de quelques ONG de la société civile conduite par Roda Makwala. Écoutez tour à tour les différentes chefs des délégations au micro de José Ipachi. Cette campagne-là, c'est une sous-campagne qui va appuyer la campagne Tolérance Zéro dans le cadre de la demande d'une loi pour l'aide légale gratuite aux survivants lors du processus, à commencer par la justice jusqu'à la réinsertion sociale des survivants de violences basées sur le genre, et aussi pour la mise en place d'un fonds de soutien aux survivants. On est venu l'écouter, on a vu une ministre très engagée et qui a beaucoup d'idées, un plus grand processus de décision, une plus grande responsabilité de décision pour les femmes, notamment en entrepreneuriat. Et donc, on a dit très modestement qu'on était à disposition vraiment pour accompagner Madame la ministre dans ces défis très importants. Le combat en faveur des femmes, des jeunes filles, bien sûr, nous tient très à cœur parce que c'est le combat pour un mieux-être de toute une société. C'est vrai que tout ce qui est entrepreneuriat, des jeunes et des jeunes femmes dans le domaine de l'agriculture, des artistes, on y travaille. On pourrait collaborer ensemble. On a bien entendu tout ce que Madame la ministre souhaitait, et puis on va essayer de répondre le plus positivement possible et en tout cas très modestement. Inclure les voix et la participation de personnes vivant avec handicap pour améliorer la couverture médiatique des questions liées au handicap en RDC. C'est le thème d'une table ronde organisée par Internews en collaboration avec la coalition des organisations des personnes handicapées. C'était hier jeudi. À l'issue de ces assises qui ont concerné essentiellement les professionnels des médias, les participants ont résolu de mettre en place un réseau des journalistes pour accompagner les structures des personnes vivant avec handicap. Détail, Dieu merci, Loussa Koumounou. C'est une table ronde qui vient à point nommé étant donné la perception et l'approche des médias sur les questions liées aux personnes vivant avec handicap. Pour Michel Moulamba, coordonnateur de la coalition des organisations des personnes vivant avec handicap, il était crucial d'échanger avec les médias sur cette question pour changer leur approche dans le traitement des questions touchant des personnes vivant avec handicap. Mais les personnes handicapées ont droit à l'information, n'est-ce pas? Donc le constat est que les médias congolais n'abordent pas trop cette question. Et nous avons souhaité à ce qu'on discute, parle avec les hommes de médias pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est à la base, quelles sont les difficultés, comment faire pour que cette question soit prise en compte. Il renseigne que plusieurs autres activités du même type sont en vue afin de donner aux hommes de médias la matière consistante. Ça, ce n'est que le commencement. Donc nous allons continuer avec les journalistes. Nous allons organiser des ateliers de renforcement de capacités pour permettre à ce que les journalistes aient la matière pour sensibiliser la population et sensibiliser aussi les personnes handicapées elles-mêmes. Pour sa part, Sergine Rehema, coordonnatrice de l'ONG Handicap Zéro, s'est dit très satisfait des résolutions prises à l'issue de cette table ronde. J'ai aimé beaucoup plus les résolutions qui ont été prises lors de cette table ronde, notamment la mise en place d'un réseau de journalistes, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais qui se pencherait plus sur les questions liées aux personnes avec handicap, et je pense que c'est de cette manière-là nous allons travailler. Internews et la COP sont prêts à organiser des séries de formations en faveur de journalistes afin de les équiper sur le traitement des informations et entrer avec des personnes vivant avec handicap, a fait savoir Blaise Banyambo, point focal du projet en RDC.
Faciliter la vie et le quotidien des Congolais, l'un des objets de la séance de travail qui s'est tenue à Kinshasa entre la directrice générale de l'autorité de régulation de l'électricité et la société de déplacement Sodeïco. Bien que n'étant pas dans le domaine de l'énergie, la Sodeïco trouve qu'il y a des besoins et des demandes d'emploi dans ce secteur. Détaille Cyril Milandou. La société de placement Sodeïco a suivi de près l'installation de l'ARE, Agence de régulation de l'électricité. Joe Mumpundo, directeur général du groupe, explique la séance de travail qu'il a eue avec la directrice générale de l'ARE, Sandrine Mubenga. Pour nous, c'était important de pouvoir échanger avec Madame Mubenga et son équipe sur les possibilités de pouvoir collaborer et connaître les pensées de l'ARE sur l'emploi et comment est-ce que nous, Sodeïco, en tant que structure, nous pourrions accompagner et en vue, ou eux aussi, comment est-ce qu'en fait ensemble nous pourrions mettre en place, apprêter le secteur de l'emploi de la meilleure manière possible. Nous avons effectivement travaillé avec plusieurs sociétés qui sont dans l'énergie, donc il y a un grand besoin et surtout aujourd'hui avec toutes ces initiatives de sociétés qui sont ici, il y a des besoins, il y a des demandes. Pour Moombi Mompondo de Sodeïco, l'objectif est de renforcer les chercheurs d'emploi pour leur employabilité. L'intention et la vision de ces projets, c'est de faciliter la vie et le quotidien des Congolais et de réduire les gaps institutionnels que nous avons aujourd'hui entre le demandeur d'emploi et le chercheur d'emploi. Il y a un besoin de formation, il y a un besoin de développement des compétences et ce qui est lié justement aussi à notre core business, un de nos secteurs principaux qui est le secteur du capital humain. L'ARE organise et veille à la promotion de compétitivité et de la participation du secteur privé dans toutes les activités de l'électricité. Parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Congo, les conditions de vie et de travail des agents se détériorent. L'eau, l'électricité et la nourriture font défaut sur les sites. Des agents du parc sollicitent l'implication des autorités nationales pour y apporter des solutions. Selon un agent qui a requis l'anonymat, la prochaine campagne agricole de maïs risque d'être compromise. Écoutez donc un agent joint par Cyril Milandou. Ça fait maintenant 2 mois exacts que nous n'avons pas de salaire. Ça fait 2 mois exacts que les journaliers ne sont pas payés. Donc le travail dans le parc est paralysé. Rien ne marche, rien ne va. Aucun travail ne se fait pour la récolte de maïs ou tout mouvement de maïs n'est pas fait. Ce qui veut dire que nous allons encore connaître du retard pour la récolte et très sûrement pour la saison agricole prochaine parce que s'il n'y a pas de moyens aujourd'hui, et nous voyons mal demain comment sera fait pour la nouvelle saison. Que le président de la République puisse s'impliquer en aidant notre ministre, en lui donnant tout ce que le ministre a besoin pour la bonne marche de notre parc. Nous demandons aussi aux autorités du pays de revoir la situation ici au parc parce que ça fait 2 mois exactement que nous n'avons pas de l'eau et le courant, c'est le groupe électrogène qui nous alimente de 18h à 22h. Nous demandons à ce qu'on revoie aussi nos salaires qui ne sont pas bons et nous signalons aussi la pénurie alimentaire ici au parc. Nous, agents, on n'a plus rien à manger depuis près de 2 semaines. La cantine est vide. Un agent du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui a requis l'anonymat. Polémique au Kasaï oriental autour de la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Des organisations de la société civile dénoncent le monnayage des soins de santé et notre source renseigne qu'une famille aurait dépensé plus de $500 américains pour que leurs membres de famille soient placés sous respirateur artificiel. Correspondance Nicolas Kazadi. Si peut-être officiellement la prise en charge des patients Covid-19 est gratuite, en tout cas, la société civile locale parle d'une simple façade. Elle présente un cas d'une victime de cette maladie pour qui la famille aurait dépensé plusieurs centaines de dollars américains pour être prise en charge et placée sous respirateur artificiel. Au bout de 7 jours, les malades n'ont pas survécu et au sortir du corps de la morgue, la famille du défunt a dû payer $400 américains pour voir son enterrement. Faux, rétorque pour sa part Dr Jean Mutombo, chargé de la surveillance épidémiologique à la division provinciale de la santé au Kasaï oriental. C'est une fausse rumeur. Nous avons un centre de traitement à Dipumba. Tous les malades sont orientés là-bas et ils sont pris en charge sans demander l'argent. À moins qu'il y ait des choses qui se passent derrière nos dos, mais c'est ce que moi je connais.
Il y a aussi un grand problème, la prise en charge effectivement par rapport à l'oxygénothérapie. Au centre là, il n'y a que 2 ou 3 concentrateurs d'oxygène et parfois s'il n'y a pas le courant, ça pose des problèmes. Si la première vague de la Covid-19 était clémente pour la population du Kasaï oriental, la deuxième semble être plus dangereuse. En l'espace de quelques jours seulement, une vingtaine de cas ont été enregistrés, dont 6 décès. Ce qui porte à un total global de 32 cas Covid-19, dont 8 décès depuis la déclaration de cette pandémie en RDC. Mboujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Le paludisme, on en a parlé au 4e journée scientifique du paludisme, journée ouverte jeudi à Kinshasa. Ces journées scientifiques de 2 jours exploitent les résultats des différents chercheurs sur la manière de contribuer efficacement à la lutte contre le paludisme, surtout en cette période de la pandémie de coronavirus. Détail José Ipachi. Devant ces différents chercheurs, la vice-ministre à la Santé a déclaré attendre des productions à la hauteur, sans oublier les 3 axes stratégiques, la prévention, la prise en charge et la surveillance. Véronique Kilumba. C'est donc important et en vue de l'atteinte de ces objectifs que s'organise les 4e journées scientifiques du paludisme 2021 qui regroupe les scientifiques que vous êtes, les médicaux et les différents acteurs œuvrant dans les domaines de la recherche. Par conséquent, je vous invite à plus d'assiduité pour une production à la hauteur de vos compétences et expertise. Il y a eu près de 40 exposés sur la comorbidité liée au paludisme et autres maladies et aussi sur la prise en charge. Intervenant au nom du directeur exécutif de Sanru, Ngoma Kintaoudi, le docteur Crispin Batubenga a fait un constat selon lequel nombreux ne suivent plus les traitements contre le paludisme en cette période de Covid-19. Les gens ont légèrement baissé la fréquentation des structures de santé en période de Covid parce qu'ils avaient peur d'être taxés de Covid, d'être internés. Les gens ne prenaient plus les médicaments recommandés par le PNLP. Les gens commençaient à s'automédiquer en chloroquine alors que la chloroquine ne fait pas partie des produits recommandés par le PNLP pour la prise en charge du paludisme. Il faut faire attention, même en période de Covid, la malaria existe et qu'on doit continuer à suivre les procédures édictées par le PNLP pour que la prise en charge du paludisme reste conforme à la politique nationale. De la même manière que le coronavirus fait des morts, le paludisme en fait autant. Perturbation dans la desserte en eau potable, la Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés de la partie centre de la ville que suite aux travaux de réparation des fuites sur la conduite DN 500 qui interviendra ce samedi 29 mai sur avenue 24 novembre à partir de 8 heures. Par conséquent, des perturbations seront observées dans la desserte en eau potable dans les communes et quartiers ci-après Gombe, partie Sosi et de la science, Lingwala, Kasavubu, Matonge, Kinshasa, Barumbu et une partie de Kintambo. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau suffisantes. Elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022, revenu 2021. L'échéance est fixée au plus tard le lundi 31 mai, ceci conformément à la législation fiscale en vigueur. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts de s'acquitter de leurs obligations conformément à la législation fiscale en vigueur. Détail Mamichela. Le montant du dit acompte représente 20% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2020, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestation. Leur attention est attirée sur le fait que le montant de l'acompte dû est à payer dans son intégralité, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi des finances pour l'année 2020 qui interdit les compensations. Par ailleurs, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans le délai légal donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'impôt non versé. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 du ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel ISIS-Régie et au décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié et complété par le décret numéro 20/019 du 21 août 2020 et ses mesures d'exécution, les contribuables
contribuables concernés au paiement de cet acompte sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sur le site web de la Direction générale des impôts, le www.dgi.gouv.cd. Aussi, compte tenu de la pandémie de la COVID-19, les contribuables sont invités à privilégier la transmission par voie électronique en format PDF du bordereau de versement d'acompte provisionnel et de la preuve de paiement du dit acompte provisionnel aux adresses électroniques à retrouver sur le site de la Direction générale des impôts, le www.dgi.gouv.cd. Action promotionnelle, Longa Lisusu na PMU, 25 millions de francs congolais. C'est la cagnotte mise en jeu par la SONAL pour la course de ce vendredi 28 mai. C'est le coordonnateur de l'espace Peller, Juvenal Kapanji, le coordonnateur de l'espace Peller à la SONAL, qui l'annonce. Il indique que l'arrêt de jeu pour cette course de chevaux va intervenir à 17h30. Il invite donc tous les parieurs à se procurer le journal hippique. On l'écoute au micro de Rachel. Nous sommes là pour informer à tous les parieurs que la SONAL SA offre une cagnotte de 25 millions ce vendredi 28 mai, où j'ai PMI dans notre action toujours Longa na PMI. Pour ce faire, elle invite les parieurs à se procurer le journal officiel, donc le programme officiel qui sera distribué gratuitement dans les carrefours, et les journaux sportifs qui est déjà disponible. Nous demandons aux parieurs d'acheter pour que vous soyez en mesure de faire vos paris afin d'obtenir ou de gagner le 25 millions de francs congolais que la SONAL offre à ses aimables parieurs pour la journée des vendredis. Nous disons que la course aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et là, il y a moins de partants, comme nous le disons, mais l'arrêt de jeu sera à 17h. À 17h, tous les kiosques seront fermés et la course va débuter à 18h. Là, vous allez vous attendre à ces 25 millions de cagnottes que la SONAL SA offre au peuple congolais. Nous disons toujours, PMI, jouer, c'est gagner. Il y a des vignettes payées qui traînent encore dans les banques à Kinshasa. Le directeur général de la DGRK demande à tous les contribuables, personnes physiques et morales, dont les vignettes payées traînent dans les banques partenaires, de passer les retirer. Par ailleurs, la DGRK rappelle à tous les retardataires de se mettre en ordre en payant leurs vignettes auprès de ces banques, car le recouvrement forcé peut intervenir à tout moment. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Notez pour l'essentiel de l'actualité, évacuation de la ville de Goma menacée par l'éruption volcanique. Plusieurs personnes ont trouvé refuge à Saké dans les écoles, les églises et même dans quelques familles d'accueil. Mais il se pose un sérieux problème d'approvisionnement en eau pour les déplacés. La cité de Saké continue d'accueillir les habitants de Goma. Top Congo FM. Reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Le collectif de ses avocats écrit au premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe afin de solliciter l'autorisation de la couverture médiatique du procès. Il indique par ailleurs qu'ils vont cette fois-ci baser leur défense sur la présentation des preuves de l'innocence de leurs clients. Top Congo FM. Ainsi s'achève ce journal qui porte les signatures de Barik Bouema, Trésor Kiyombo, Peggy Wabeno, Myriam Bokechu. Journal réalisé sous la coordination de Mamichela et mis en onde par Alain Bongo Pascal. Pour les images en direct sur YouTube, on avait Didi Binsika, Dani Zayobi et Patrick Mungongo. On est toujours avec vous. Vivez en paix. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24.